Bonjour tout le monde, je m'appelle Finlock Constein et je représente le réseau alimentaire mondial. J'aimerais bien commencer maintenant. On avait quelques problèmes avec l'interprétation. Va parler d'adaptation à la nouvelle normalité, construire des systèmes alimentaires résilients face au changement climatique, aux crises, augmentation des coûts énergétiques. On va s'assurer que toutes les ressources desquelles on dépense soient suffisantes. On parle du changement, mais qu'est-ce que ça veut dire? On avait la crise de COVID, la crise d'Ukraine, la guerre en Ukraine, les coûts qui montent. Et malgré toute cette disruption et des changements, on a des conversations différentes, des engagements, on se réunit pour en parler. Face à la réalité politique concernant les systèmes. Malgré le fait que les faiblesses de notre système alimentaire a été démontrée comme très fragile, la vulnérabilité systémique des marchés, et malgré tout cela, les décideurs de politique ont décidé de revenir à la politique comme d'habitude, au travail normal, tandis qu'ils devraient quand même établir des blocs spécifiques de construction par rapport aux ressources desquelles on dépend. Il faudrait définir aussi ce que c'est la nouvelle normalité. De plus en plus de personnes veulent être le changement et c'est le plus visible dans le système alimentaire. Et au niveau mondial, c'est vraiment disruptif. On a des producteurs, des gens qui doivent s'éloigner en fait de ce moulin. Chaque année, on a de plus en plus d'exemples de résilience, de résistance. Les fermiers qui se tournent vers régénération. Les chefs dans des restaurants cherchent des commerçants indépendants, des producteurs qui travaillent ensemble pour établir une nouvelle chaîne alimentaire. Et est-ce que ça va aider? Oui. On a une disruption, pas qu'au niveau de climat, mais beaucoup plus large que ça. Et ceci pourrait être une opportunité, une possibilité pour accélérer un peu le changement pour le mieux. Et il faudrait voir qu'est-ce que ces impacts, ces influences peuvent signifier pour nous, cette interdépendance vers une transformation logique. Je suis vraiment content de pouvoir vous présenter nos panélistes. Yodit Kebed, qui est chercheuse et travaille dans le dialogue. Elle vient de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, experte pour l'alimentation. Esther Penunia, qui est spécialiste d'agroécologie. On a encore 59 minutes ou 55 minutes de présentation. Si vous souhaitez poser des questions ou passer à la session de questions et réponses, il faut passer à cette session par après. Vous posez des questions. Si vous voulez, vous allez vous présenter et poser votre question qu'on va essayer de réunir au cours de la présentation. Le gouvernement et les Nations Unies ont essayé d'arrêter la guerre en Ukraine, de trouver une sorte d'aide pour augmenter la production de la bonne nourriture. Et est-ce que ça serait une bonne approche? Je crois que la première partie de votre proposition pour sortir les céréales d'Ukraine serait la nécessité. On a une crise alimentaire à court terme qui est bien possible si on ne réussit pas à faire sortir les céréales d'Ukraine. Et il y a beaucoup d'efforts qui ont été effectués dans ce sens-là. Et c'était bien nécessaire et bienvenu. La deuxième partie de votre question, je crois qu'il faudrait saisir de cette possibilité qu'on a devant nous, de cette crise, et créer une transformation réelle. Pas uniquement essayer
d'améliorer notre système sur les marches, mais vraiment, vraiment avoir un système écologique efficient, efficace. S'engager vers les objectifs, tous les objectifs en même temps, et pas avoir uniquement la politique pour la production contre la pollution de l'environnement ou nuire en même temps la santé. Il faut vraiment saisir la chance qu'on a et aller vers une transformation importante, pas uniquement dans l'agriculture, mais dans tout le système alimentaire et voir qu'est-ce qu'il faut changer pour avoir un système durable et résilient. On a vu que c'était possible, que c'est la manière dont il faut procéder. Donc, il faut bénéficier de la crise pour accélérer d'une manière importante ces transformations. Je suis contente de vous avoir entendu dire ça. Qu'est-ce qui pourrait être les solutions? Est-ce que ce qu'il a proposé pourrait nous aider, les fertilisations d'une certaine manière, etc., et sortir de cette crise? J'espère que vous m'entendez bien, Madame Kebededi. La première réponse serait oui, mais je dois détailler, dire pourquoi. Il y a déjà beaucoup d'observations sur les systèmes fermiers qui ont déjà montré une certaine résilience. Mais avant que je passe aux raisons qui se cachent derrière, j'aimerais bien vous dire qu'est-ce qui a déjà aidé cette résilience. Et c'est basé sur des processus logiques. Et il faut promouvoir certaines choses au niveau local, mais aussi global. Les systèmes de production qui sont beaucoup plus indépendants des pesticides, des systèmes doivent avoir les systèmes qui ont moins d'influence sur l'environnement. Au mois de septembre l'année passée, 95% se sont réunis des ministères différents, des pays différents, pour voir qu'est-ce qui pourrait être l'influence de cette crise et quelles sont les différences qu'on a vues entre les systèmes d'agriculture et commerciaux et autres. Et ce qui a été dit, c'est qu'ils voient déjà que les fermiers écologiques étaient beaucoup plus résilients de ces crises pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'ils se trouvaient dans des processus qui leur permettaient d'être moins dépendants. Et la distribution des produits beaucoup plus au niveau local, ce qui diminue les frais de transport. Mais ils ont également pu profiter du prix parce que le prix a été augmenté et pour eux, ça voulait dire des revenus plus élevés. Ce qui était beaucoup plus avantageux pour la production, pour les fermes agroécologiques. Je suis désolée, Madame Kebede, on avait des problèmes avec votre audio. Je ne sais pas si vous avez moyen d'augmenter un peu le signal Wi-Fi que vous avez ou est-ce que vous avez autre possibilité de vous connecter? Esther, on a déjà entendu qu'agroécologie rend le monde fermier beaucoup plus résilient. Mais est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que vous, les marchés locaux et les fermiers en sont conscients? Comment est-ce qu'on peut comparer ça à quelque chose qui se fait plus des systèmes industriels?
Merci pour votre question. Bonne année à tout le monde. Ce que nous, on a observé dans l'agriculture agroécologique, c'est qu'ils ont des connexions avec des marchés locaux et qu'ils utilisent des organisations des fermiers. Et depuis qu'ils utilisent tout ça, malgré la crise, leur vie est beaucoup plus facile. Ils travaillent beaucoup mieux. Et ils se fient les uns aux autres, ils ont moins de soutien des autres. Mais j'aimerais bien partager avec vous quelque chose qui peut concrétiser ou montrer concrètement de quoi on parle. Au début de la crise sanitaire, euh, les marchés d'export disparaissaient. Les, les nations locales ont dû utiliser leurs membres locaux qui avaient l'agriculture organique près des résidences, surtout en sachant que les mouvements étaient bien restreints. L'association des propriétaires a permis à ce qu'ils se réunissent et à ce qu'ils vendent leurs produits. L'augmentation des prix a été vue, mais la nourriture, pour eux, s'est présentée beaucoup plus saine et de meilleure qualité. Et cette relation a été intensifiée pendant la crise sanitaire. Les gens vendaient les produits organiques en ligne. Ils, ils renforçaient les magasins locaux, la vente des produits organiques. Et cette expérience a été intégrée dans l'agroécologie, comme ce qui a déjà été mentionné. Dans les Philippines, on avait déjà avant la crise sanitaire l'agriculture diversifiée où ils travaillaient avec les producteurs organiques et producteurs locaux qui vendaient sur des marchés locaux. Et même pendant la crise sanitaire, grâce à leur expérience qui précédait, ils pouvaient résister sans utiliser les pesticides et intégrer une bonne gérance. Ils avaient des œufs organiques, des canards qui étaient produits de manière organique, biologique. Et grâce à tout cela, ils sont devenus beaucoup plus résilients. Puisque leur vente était surtout locale, elles n'étaient pas influencées par la crise parce que les marchés locaux et les magasins locaux restaient ouverts. Alors, quand on utilise les systèmes agroécologiques, comme ce qui a déjà été dit, nos frais sont réduits, nos sols sont beaucoup plus sains, beaucoup plus diversifiés. Nos produits peuvent grandir et croître d'une manière organique. Et notre connaissance ou nos connaissances dans le domaine vont faire que croître. On va apprendre en travaillant comme ça et ne pas être uniquement les receveurs. Quand on travaille sur le marché local, on aide nos consommateurs, la santé de la nourriture et de la population. Agroécologie qui est propagée dans nos communautés va aider et de plus de fermiers qui rejoignent cette agroécologie, de plus qu'on va voir la santé de la population. Les fermiers doivent utiliser leur droit d'influencer les décideurs politiques et ceux qui décident sur leur politique agricole. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de recherches qui vont prouver ce que je viens de dire. Merci Esther, c'est intéressant d'entendre.
Mais il y a plusieurs parties de la question et peut-être que vous pourriez nous aider avec cela. Si vous avez travaillé dans l'Organisation mondiale d'agriculture et alimentation, vous pourriez aider au niveau du CO2 et d'autres choses et évaluation d'agroécologie. Mais est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que les pays et les communautés ont réagi à ce choc et nous expliquer un peu comment est-ce que ça fonctionne un peu mieux? La question est adressée à Anne Motté. Mes collègues ont déjà dit que cette crise en Ukraine était un grand choc pour le marché alimentaire, mais ça montrait également des défis systémiques. Il y a une étude d'IFRI qui a montré que le changement d'équilibre sur les marchés grâce à l'export des céréales des autres zones du monde ont quand même influencé ce choc. On a vu qu'il y avait plusieurs moteurs qui existaient et qu'il ne fallait pas regarder qu'un seul pays, c'est-à-dire Ukraine. Et je vous donnerai un exemple. J'étais en Tunisie pour une formation qui est un des pays qui dépendait le plus de l'import de céréales d'Ukraine, ce qui a influencé la crise de pain. Ça a également influencé les prix des autres produits alimentaires. Les défis sont nombreux et on sait très bien que la crise d'énergie a été influencée par ce qui se passait en Ukraine, ce qui est également un défi pour un système qui utilise beaucoup d'énergie, plus que les produits comme herbes ou les résidus. Il fallait parler de la résilience, comme ce qu'on a déjà dit, mais également d'efficacité. Et comme je l'ai déjà dit maintenant, on a le problème de recyclage de la biomasse, nutriments, etc. Et tout ça fait partie des 10 éléments d'agroécologie. Et ça, c'est un effort qu'il faudrait déterminer entre les pays membres. Et ça m'amène à la deuxième partie de votre question. On avait un instrument, un outil que nos pays membres ont demandé de développer pour mesurer la multidimensionnalité de notre outil. Esther a déjà mentionné des résultats intéressants de son côté. On a plusieurs cas similaires. On essaie quand même de consolider tout ce qu'on a, d'harmoniser la manière dont l'agroécologie fonctionne. Avec tous les partenaires avec lesquels on travaille, je crois qu'il y avait 40 pays, on essaie de mesurer l'état de choses dans leur transition. Jusqu'où on est arrivé avec le recyclage, avec la technologie. Est-ce qu'on va vers une gérance responsable, accès au sol ou aux terres? On mesure également de quelle manière ces systèmes fonctionnent et où ils se trouvent dans leur transition vers une meilleure écologie. Quelle est leur diversité dans le sens de l'emploi des jeunes, biodiversité, etc. Mais j'aimerais bien dire que ça fonctionne justement à cause des partenaires qui utilisent nos outils. Et je dirais que la première leçon de notre voyage arrive déjà au bout de 3 ans. Merci, merci beaucoup. J'aimerais bien aller un peu plus loin que cette évaluation d'agroécologie. Vous avez parlé qu'il y avait des thèmes, des sujets clés. Et
des mesures, de la manière dont on peut mesurer, mais en fait, il faudrait voir quelle est la capacité et besoin des personnes à comprendre tout cela. Alors, je me demande comment est-ce qu'on peut s'assurer à ce que toutes ces métriques soient comparables, toutes les informations qu'on réunit, toutes les données, qu'on puisse les comparer. Anne, mais c'est difficile de répondre. Notre rôle, c'est de fournir la connaissance au pays qui pourrait alors essayer d'harmoniser tout ce qu'ils utilisent. Et c'est grâce à notre position, notre travail et coopération avec les scientifiques, les fermiers, les organisations non gouvernementales. Mais il y a des processus pour cela qui ne sont pas courts. D'habitude, ils sont très longs. Et d'habitude, ils ne sont pas très simples. Donc, c'est une tâche très difficile, surtout si on parle des métriques. Parce que tout dépend de ce que vous voulez mesurer, des objectifs. Est-ce que vous voulez mesurer les systèmes de ferme et à quel niveau? Est-ce que vous parlez, tout dépend également de la personne avec laquelle vous parlez. Est-ce que votre partenaire, ça va être des fermiers ou des scientifiques? Mais bien sûr, il faut utiliser ce qui existe déjà. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà proposées pour des contextes différents et différents objectifs. Et nous essayons également de ne pas réinventer des choses, mais vraiment utiliser des choses qui sont importantes et qui existent déjà. Donc, utiliser ces méthodologies qui sont déjà testées, qui sont prouvées résilientes. Et pour cela, il faut vraiment coopérer avec les scientifiques, avec les gouvernements, avec les ONG, ce qui est un vrai privilège. Et un outil pour être pertinent au mondial doit être simple. Les frais ne doivent pas être élevés. Sinon, ça va être un outil purement scientifique. Donc, on est en train de regarder où on se trouve maintenant, quelle est la situation avec les 40 pays. C'est disponible en 25 langues. On a une plateforme qu'on peut utiliser. Tout ça, ce sont des dimensions très importantes pour quelque chose qui est pertinent au niveau mondial, qui est disponible pour tous ces pays, disponible également en ligne et très flexible. Et je devrais peut-être finir avec les paroles suivantes. C'est toujours un défi. Il y a toujours un problème de la compatibilité mondiale, mais il faut regarder, surtout regarder la pertinence locale. Dans certains endroits, on va avoir des indicateurs beaucoup plus avancés, dans d'autres parties du monde, pas. On représente également des peuples indigènes qui peuvent utiliser cela. Ça reste un défi, mais il faut bien sûr qu'on persiste dans ces affaires. On a la pertinence locale, compatibilité mondiale et le troisième pilier qui est scientifique. Fantastique. Il s'agit également d'un défi qui est l'équilibre qui doit exister des résultats qui sortent du monde académique et scientifique et ce que le gouvernement peut faire. Esther, je reviens vers vous. Est-ce que la coalition agroécologique participe à tout cela? Est-ce qu'elle est impliquée à part réunir les données, mais quelque chose qui pourrait être pertinent également pour les décideurs politiques? Oui, la coalition agroécologique est impliquée avec les instituts de recherche, avec le gouvernement, la société civile. On travaille dans ces directions. Comme le premier effort, l'année passée, on avait un projet qui allait jusqu'en 2023 avec le but d'avoir un cadre global et une méthodologie avec des portfolios qui peuvent être utilisés sur plusieurs domaines. Dans ce cadre, que les participants ont développé, on a adapté agroécologie qui a été déterminée au niveau le plus élevé par les experts.
et qui sont harmonisés avec les 10 éléments d'agroécologie. Dans ce contexte, chaque principe a été évalué à 3 niveaux avec un ratio 0 à 2. Et on a un complet de lignes rouges qu'on suit dans tout le projet. Ça va nous aider à détecter et suivre les valeurs écologiques de chaque projet. Et chaque projet qui est évalué va être évalué sur chaque principe. En appliquant ce cadre, on peut décider si le projet est agroécologique ou non et à quel niveau. Et tout cela en suivant les 13 principes d'agroécologie. Les participants dans cette réunion, c'était des fermiers qui suivaient l'agroécologie, pas uniquement au niveau d'investissement. Et cela nous a aidés de voir si les fermes et nos projets étaient autant agroécologiques que l'outil TAPE. Et on a présenté cet outil en commençant avec tous ces projets. Ensuite, après notre atelier qu'on a eu, on a redéfini nos objectifs avec les besoins. Et on se réjouit déjà de la réunion suivante réfléchir pour voir qu'est-ce qu'on a réussi à faire entre-temps. La société civile et aux paysans et aux organisations paysannes. Les organisations des fermiers aimeraient bien essayer d'utiliser tous ces outils et en sortir le bénéfice. Nous avons déjà parlé de la transition au niveau des fermes. Est-ce que cette transformation dépend de la transformation politique, aussi de la réforme politique? Est-ce que vous voyez plus d'activités au du niveau haut des pour la réformes réforme nationales pour augmenter la résilience grâce à l'agroécologie? Madame Kebede. Pendant ce dialogue sur l'agroécologie, qu'on avait sur l'agroécologie face à la crise alimentaire, nous avons posé cette question directement. Quelles sont les réformes la réforme politique et quelles sont celles dont on a pour besoin ces changements pour atteindre nos pour objectifs, les mettre en place et pour être moins dépendant des intrants agricoles. D'agriculture autrement faite. Un des participants a dit et une des choses qui était reconnue qu'il faudrait peut-être taxer directement les subventions outils qui existaient. économiques, comme par exemple les fertilisants. Et donc, désolée de vous interrompre, mais je crois que vous devriez couper la vidéo parce que votre audio est de mauvaise qualité. Vous pouvez m'entendre mieux maintenant? On verra. Oui. Donc, une des politiques de réforme principales qu'on a vues et les plus importantes, c'est des subventions qui vont être redirigées. Ça, c'est un des outils financiers qui soutiennent, par exemple, les fertilisants. Donc, de les taxer et utiliser il faudrait utiliser les revenus pour soutenir la transition agroécologique à une agriculture sans engrais ou sans engrais industriels. C'est une façon et donc on permet de cette manière au gouvernement de décharger un peu leur budget qui est utilisé pour encourager aussi pour les engrais. La génération de valeur et locale. De cette manière, investir localement. Pour donner un exemple, on avait plusieurs exemples qui ont résulté comme résultat de l'augmentation des prix des entrants. Cela touche plus de 10 millions et qui ont influencé 110 millions de personnes. Encourage l'utilisation. On a vu une transformation énorme d'approche du gouvernement par rapport aux engrais synthétiques parce qu'ils ont compris qu'ils ne pourraient pas continuer à payer les subventions pour les engrais et donc ils encouragent les gouvernements synthétiques
et que la transformation et la était diversification importante, qu'il de fallait l'utilisation passer de à différents types de l'utilisation à fertilisants d'autres types d'engrais. en mettant en pratique, donc, On avait un groupe de travail qui pour allait promouvoir promouvoir l'utilisation de fertilisants l'utilisation biologiques d'autres engrais et aussi et encourager accélérer et accélérer l'enregistrement de l'enregistrement des produits fermiers qui biologiques, utilisaient déjà les mais engrais qui biologiques n'étaient pas enregistrés et qui ne pouvaient pas être et utilisés par aider les à ce que les paysans. fermiers puissent Donc, les utiliser. ceci On a développé a eu lieu une simplement l'année appli l'année dernière passée, au et mois de ça septembre, continue, c'est c'est un toujours processus en en cours. cours, Et mais donc, ce sont par exemple des c'est des choses choses très vraiment concrètes pratiques qui se qui passent sur sont le en train de terrain. se mettre en place. En même temps, je pense Personnellement, je crois qu'il y a qu'il y a aussi des déjà choses au niveau local des relations existantes qui jusqu'au sont niveau liées politique au qu'on peut niveau utiliser. politique. Une des Par exemple, ce choses qu'on qu'on voit peut dans voir l'Afrique en de Afrique l'Ouest, occidentale, le comité économique ECOWAS, de l'Afrique la occidentale, communauté économique de l'Afrique de l'Est, leur a un budget se base sur les budget qui se importations. base Donc, sur dans ce l'import. sens-là, Donc, même même s'ils s'ils font veulent la promotion, ils promouvoir encouragent l'agroécologie, l'agroécologie, en ils même temps, doivent protéger leur intérêt. ils n'ont pas Et leur intérêt, d'intérêt, c'est en fait, parce de qu'ils veulent maintenir, de garder garder les l'import. importations, parce qu'ils ont Pour besoin quand de même garder avoir leur un certain budget et leur budget provenance de revenus. qui est Donc, partagé également avec 15 ECOWAS autres représente plus pays de 50 africains. pays africains. Donc, Donc, il y a on donc a des conséquences également les indirectes qui intérêts pourraient indirects être de la difficiles politique. Et ça, c'est d'éradiquer. quelque chose à laquelle on Vous va être voyez. confronté Merci beaucoup, c'est très à court intéressant. terme. Intéressant. Si on pense au Quand on changement au parle niveau du changement local, national national, et les et les défis défis qui sont qui là, existent, quelles sont quelles les sont meilleures raisons les pour avoir de manières ou les l'espoir raisons vis-à-vis de la transformation agroécologique pour principales l'année dans le 2023? sens Très bonne d'agroécologie et question. transformation vers les années à venir? C'est C'est toujours intéressant, bien c'est très d'avoir des bons propos au intéressant. début de l'année et on ne sait pas si ces espoirs vont se concrétiser. Personnellement, je suis très contente des données qu'on a commencé à partager avec TAPE, avec tous nos partenaires. Nous travaillons toujours sur l'analyse transversale, mais on a quand même des données importantes sur des défis différents, dans des pays différents. Nous avons des données positives sur plusieurs pays et on voit que les systèmes agroécologiques sont aussi les systèmes qui donnent une alimentation meilleure, diversifiée, qui donnent plus d'opportunités aux enfants, aux jeunes et aux femmes, et aussi qui encouragent plus la biodiversité. Donc, plus de systèmes d'agroécologie, on parle donc de systèmes non seulement qui sont plus efficaces et résilients, mais aussi des systèmes où on trouve le plus le partage de connaissances, où il y a plus de participation sociale. Donc, il y a des preuves et donc c'est vraiment magnifique le fait de pouvoir partager ceci dans les mois qui viennent. Notre raison qui me donne de l'espoir est que les institutions financières, merci Esther pour votre intervention, donc ils s'intéressent de plus en plus à l'investissement dans l'agroécologie et donc ils se réfèrent aussi à l'agroécologie. Et ils se focalisent de moins en moins à des approches, disons, simplistes et ils encouragent donc des systèmes agroécologiques. Nous travaillons aussi avec le Global Environmental Facility et avec d'autres institutions pour des projets au Sénégal et d'autres pays. Et même le Fonds pour le climat vert, donc le Green Climate Fund aussi a montré son intérêt. Et un autre projet aussi au Malawi. Donc, je pense qu'il s'agit de signaux très importants. L'agroécologie aujourd'hui sur l'agenda et sur le plan d'action de ces institutions. Et ils se rendent compte que c'est très important. Finalement, la dernière chose que je voudrais rappeler de l'année dernière en espérant de pouvoir poursuivre dans cette direction l'année prochaine, on a vu que tous les partenaires vont dans la même direction de l'agroécologie.
Mais on ne parle pas la même langue quand on parle de l'agroécologie, mais on a fait beaucoup de progrès. Et je pense que si on utilise les chiffres, on utilise les données, cela peut aider parce que on ne se base pas seulement sur des notions abstraites, mais en fait, on se base sur des mesures. On ne doit pas attendre un outil spécifique pour travailler, mais on peut commencer à encourager, à promouvoir la transition dans la même direction. Et cela me rend très contente et très heureuse pour cette année. Je voudrais juste ajouter, parce que vous avez parlé d'efficacité, un des défis dont je suis conscient, et on pense qu'on est tous conscients dans le monde de l'agroécologie, c'est la distorsion potentielle lorsqu'on se focalise sur l'efficacité et sur l'efficacité surtout au niveau de l'émission de carbone. Si on se rend compte qu'il y a un rééquilibrage de la conversation, le fait que l'agroécologie et la possibilité d'être aussi résiliente touche en fait beaucoup de sujets différents, dont l'efficience au niveau de la production l'émission de carbone elle n'est qu'une des approches et des conséquences. Oui, en fait, on commence à avoir un équilibre en ça. Nous travaillons beaucoup sur l'émission de carbone et il y a beaucoup d'attentes sur des donateurs et sur les institutions comme la Banque mondiale. Il y a de plus en plus de problèmes pour justifier la continuation d'investissement sur des petits projets, comme vous avez dit avant, à cause de ces matrices qui sont trop simplistes et qui ne rapportent qu'une dimension. Voilà pourquoi ils sont intéressés à des approches, à des critères qui ont des approches multiples, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'émissions de carbone. Bien sûr, on parle de la crise climatique. C'est fondamental de s'attaquer à ce sujet, mais il ne faut pas oublier de mesurer et d'améliorer d'autres critères et d'autres paramètres, comme par exemple, le problème de la sécurité alimentaire ou d'autres sujets. Par exemple, aussi, la biodiversité n'est pas directement liée à l'émission de carbone, mais c'est important d'en parler. Et ça commence maintenant. Je ne me dis pas qu'il y a un équilibre, mais il commence à y avoir un petit équilibre. PAPE fait partie de ça. Combien de temps, des mois ou des années avant qu'on puisse avoir vraiment une différence? Je pense que ça dépend du contexte, mais par exemple, les projets sur le Global Environment Project, je pense qu'on a fait des progrès, surtout dans le Moyen-Orient et dans l'Afrique subsaharienne. Donc, il y a déjà des choses établies dans les structures voilà, de Global Environment. Et il y a aussi à ce sujet des études. Et on a aussi des conversations avec des donateurs au niveau national, avec des institutions de développement. Donc, il dépend bien sûr de leurs intérêts. Et on a vu aussi qu'il y a des pays européens qui sont intéressés à utiliser l'agroécologie avec leurs partenaires dans d'autres pays, alors que dans d'autres pays, il n'y a pas d'intérêt comme en Europe. Donc, il faudra travailler davantage. Emile, je voudrais parler avec vous encore. Et les pays les plus touchés par la crise alimentaire, comme par exemple l'Indonésie, souvent ils sont endettés. Et si on parle de défis macroéconomiques, vous pensez que l'agroécologie peut vraiment donner une réponse à ces problèmes? Je crois que la crise alimentaire qu'on voit dans ces pays est le résultat de multiples facteurs, non seulement d'être dépendant d'importation d'aliments, mais aussi lié
au fait que les systèmes agricoles se focalisaient plutôt sur l'exportation de certaines marchandises, mais c'est un système basé sur le système colonial où la plupart de l'investissement agricole dans ces pays était pour fournir des intrants pour les pays industrialisés, etc. Donc, ce focus sur des marchandises pour l'exportation aux dépenses de la souveraineté alimentaire dans les pays est un des facteurs qui créent de la dépendance. Ceci se conjugue avec le modèle d'agriculture que malheureusement est proposé, toujours proposé, qui se base sur des intrants chimiques très importants. Ceci crée des dépendances importantes et il s'agit d'une priorité très importante pour le paysan de sortir de ces systèmes de dépendance qui les rendent de plus en plus pauvres. On connaît le pourcentage de suicides des paysans en Inde, par exemple, mais dans beaucoup d'autres pays, les suicides liés au fait que leur dépendance a créé une situation de crise ou aussi ils n'arrivent pas à récolter à cause des conditions climatiques ou aussi ils ont par exemple des frais médicaux très élevés, ils ne peuvent pas rembourser les emprunts qu'ils ont faits. Et donc, ils tombent dans une situation de crise dans laquelle ils n'arrivent plus à sortir. L'agroécologie fournit aussi, ça s'attaque à ça, même à sa dépendance, ce qui est une cause d'appauvrissement énorme. Je pense aussi que l'agroécologie nous permet de nous éloigner de ces systèmes. Et il existe aujourd'hui assez de preuves. Et je voudrais juste citer un exemple. En Andhra Pradesh, environ 1 million de paysans pratiquent ce qu'ils appellent l'agriculture naturelle, comment ils s'appellent, l'agroécologique. Le résultat, il y a une augmentation moyenne de productivité, surtout une augmentation de revenus de 50% comparé aux paysans qui continuent à utiliser des fertilisants chimiques grâce au coût très peu élevé des engrais qu'on a besoin pour l'agroécologie. Un autre exemple est que Andhra Pradesh, parmi les communautés qui pratiquent l'agroécologie, il n'y a pas une seule paysan qui s'est suicidé. Et je pense que ceci est un bon signe de ce qu'on pourrait faire. Donc, nous devons changer. Vous avez déjà mentionné le besoin de remplacer les allocations pour les fertilisants chimiques, etc., et les engrais chimiques. Je pense qu'on devrait vraiment pointer du doigt les intérêts qui continuent d'encourager la conservation de ces allocations en utilisant donc la crise de façon différente, par exemple en disant on doit produire plus d'aliments, plus de nourriture et donc on a besoin de produits chimiques pour cette production. Alors que l'agroécologie offre une alternative très valable. Et, la pression qui est placée sur les gouvernements pour qu'ils continuent à allouer des fonds pour les engrais et fertilisants chimiques, il faudrait la pointer du doigt parce qu'il y a beaucoup de lobbying pour garder ce système en place pour des raisons très évidentes. Les industries veulent bien sûr continuer à vendre leurs engrais. Donc, je pense que la caractéristique unique de l'agroécologie est ce que j'ai déjà mentionné au début, que cela nous permet de nous attaquer à toutes les dimensions importantes et appliquer donc les objectifs de développement durable de façon holistique en donnant donc le poids égal à
à l'environnement, à la nutrition, à la dimension sociale et à tous les autres aspects qui font partie de ce problème. On a déjà les résultats encourageants qu'on a vus de TAPE et l'impact positif que l'approche agroécologique a eu sur toutes ces dimensions et non seulement sur la sécurité alimentaire ou sur la productivité, mais vraiment s'adresser à toutes les questions qui préoccupent les gens. Je pense que ceci est un élément très encourageant par rapport à l'agroécologie et on se rend compte de ceci de plus en plus. Il y a beaucoup bien sûr, comme tu as mentionné, de travail des lobbying. Et on en parle souvent. Alors que l'agroécologie, il y a moins de lobbying. À votre avis, quel est le changement le plus important? Est-ce qu'il y a des groupes de citoyens, ou des organisations de paysans ou des entreprises? Il y a différents acteurs dans ce secteur. Et je voudrais vous demander si vous pensez qu'il y a plus de pression qui vient d'un acteur ou si vous pensez que la pression vient d'un peu de tous les acteurs. Well, je pense que la façon dont la société civile a mobilisé de plus en plus, et s'est mobilisée de plus en plus pour parler des options qui existent, de la nécessité de changer, cela est très encourageant. Mais ce qu'on a vu l'année dernière, non seulement le fait que les personnes se rendent compte que l'agroécologie est la réponse, mais plutôt ce qui est important, c'est que c'est les pays, donc au niveau national, qui se rendent compte que le modèle d'agriculture industrielle nous amène à la falaise. Ce n'est pas une solution à long terme. On a vu aussi que même dans des zones à plus haute productivité du monde, il y a des rendements qui diminuent. Il y a de plus en plus d'utilisation d'engrais parce que, à cause de la dégradation du sol et à cause des conséquences de la crise climatique. Donc, on se rend compte de plus en plus que le modèle dominant, donc l'agriculture industrielle, elle n'est pas une solution à long terme. Et je pense que cette constatation représente une opportunité pour changer. Et les pays commencent à écouter davantage les associations de paysans et la société civile qui font des plaidoyers pour soutenir et supporter ce changement. Nous avons parlé des crises conséquentes contribuent à la transition individuelle, par exemple les entreprises individuelles ou les paysans individuels. Comment assurer que ces efforts continuent même quand les prix des engrais vont diminuer? J'aime sa pensée que les prix des engrais vont descendre. Mais je pense qu'il y a plusieurs raisons pour continuer sur l'agroécologie malgré le prix des engrais. Nous parlons déjà du fait que l'agroécologie a plusieurs avantages sur plusieurs autres aspects. Donc, je pense qu'on doit parler de vrais coûts de l'agriculture traditionnelle ou conventionnelle et de parler des prix futurs des engrais. Cette analyse doit aussi prendre en considération l'impact des systèmes conventionnels et aussi la valeur nutritionnelle sur chaque système de production et aussi l'impact social de chaque système de production. Ceci nous montrerait qu'au-delà des aspects des prix des engrais, en fait,
ça nous coûte beaucoup plus de suivre le système conventionnel plutôt que l'agroécologie. Et donc, la transition vers l'agroécologie peut nous donner beaucoup d'avantages. Donc, TAPE contribue aussi à ceci, à nous montrer qu'il y a des performances différenciées, diversifiées de l'agroécologie, aussi pour encourager cette narration sur le rendement par hectare, mais aussi se focaliser sur d'autres aspects de performance, par exemple la résilience au changement climatique, et des facteurs, par exemple, des opportunités, comme par exemple la capacité de l'agroécologie d'avoir un impact sur les économies locales, sur réduire la dépendance des importations, etc. Merci, c'est très intéressant ce que vous dites, alors qu'il y a des paysans, surtout dans le nord, qui font une transition de plus en plus vers l'agroécologie parce qu'ils croient en ça. Après, il y a aussi qui arrivent à l'agroécologie après une crise et qui peuvent être plus heureux et avoir plus de contrôle sur leurs marges, ils sont plus résilients. Mais il s'agit d'une crise qui existe dans le monde entier. Et donc, comment on peut trouver des façons pour persuader de plus en plus de paysans à adopter ces pratiques avant cette crise, avant que cette crise les touche personnellement? Esther, aujourd'hui, un système industriel a l'air d'être mis en place par une série de problèmes, en fait. Il y a aussi ce fait, par exemple, des réformes politiques qui sont enfermées sur des plans de 5 à 10 ans. Comment intégrer la transformation agroécologique? Merci donc. D'abord, on pense qu'il faut changer de mentalité sur le pouvoir qui appartient aux paysans. Surtout les femmes et les hommes, les jeunes paysans, qui ne sont pas seulement des victimes, mais ils sont aussi des solutions. S'ils avaient assez de possibilités de gestion, de guidance, ils peuvent avoir le pouvoir de changer le système, d'influencer les politiques et de créer des leaders qui pourraient soutenir davantage l'agroécologie. Oui, on pense que c'est important qu'il faudrait investir dans les agences, fournir des places, des espaces pour que les jeunes, les femmes se reconnaître leur pouvoir dans la recherche, l'innovation, l'extension, la création de politiques, la négociation de contrats avec différentes compagnies. Les coopératives et l'organisation paysanne devraient consolider leur matériel et aussi consolider la voix de leurs membres. L'investissement dans la prise de pouvoir des paysans et dans les associations et les organisations des paysans est un investissement à long terme. Ça pourrait prendre environ 5 ans, mais ça pourrait prendre aussi 10 ans d'investissement pour s'assurer que l'organisation de ceci est résiliente et durable. Donc, une transformation devrait aussi avoir lieu en termes de financement de l'agroécologie. Donc, la nature des allocations devrait être de plus en plus flexible, dynamique, pour capturer la réalité de la transition vers l'agroécologie. Dans notre organisation,
nous avons beaucoup de membres qui font partie d'autres coalitions au niveau international aussi. Donc, il y a des coalitions de différents paysans. Et nous voyons que ces coalitions, ces groupes, surtout les coalitions où on va des membres de la société civile, des paysans et des institutions. Alors donc, quand les paysans sont traités de manière égale, quand cela se passe bien et de façon efficace, cela permet aussi des rétroactions positives parce qu'ils partagent leurs expériences, ils s'attaquent à ces questions et aussi ils mettent en place ce qu'il faut faire en solidarité, tout en fournissant des rôles et des responsabilités. Et on peut faire participer tous les acteurs en fonction de leurs capacités, rôles et besoins. Merci bien. On a encore 1 minute avant de passer à la séance questions-réponses. Finalement, comment on peut montrer à la société, au gouvernement, que l'agroécologie est une nécessité à long terme? Bon, je pense que ce que nous avons déjà vu par les données récoltées par TAPE montre bien comment ceci est une réponse au court et à long terme. Les preuves, par exemple, de mon exemple sur Andhra Pradesh. Donc, toutes les données qu'on a vues sortir récemment montrent le potentiel comme une solution à court et à long terme également. Il y aura toujours des personnes qui vont dire qu'ils auront besoin de plus de preuves. Bien sûr, si nous regardons les investissements qui sont faits dans la recherche, la plupart de ces investissements se basent sur un modèle industriel d'agriculture. Les évaluations qui ont été faites récemment montrent que entre 1 et 5% ont été investis seulement ont été investis dans l'agroécologie. Donc, nous ne pouvons pas attendre beaucoup de résultats s'il n'y a pas d'investissement. Mais je pense qu'il y a assez de preuves aujourd'hui, surtout toute la recherche. Tout ça a montré l'effet positif les conséquences positives de sur toutes les l'agroécologie sur dimensions. plusieurs dimensions. On n'a plus le choix. On ne peut pas seulement dire on doit avoir plus de preuves avant le changement, parce que la crise climatique à laquelle on est confronté aujourd'hui nous alarme par tous les messages qu'on entend des sommets différents. Tout cela nous montre qu'on n'a plus le temps. On ne peut plus retarder la transformation qui est nécessaire. Nous avons vraiment besoin de le faire. On doit le faire maintenant. Et je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas, qui ne veulent pas entendre le message et qui veulent plus de preuves. Il y a encore une dimension qu'on n'a pas touchée jusqu'à présent. C'est le sujet de la dégradation le problème de dégradation. Un tiers des terres agricoles est dégradé, même grièvement. La dégradation du sol. En influençant le met en danger la possibilité d'alimenter la population mondiale dans les années qui viennent. Et c'est grâce à l'agroécologie la solution, c'est l'agroécologie. Et il y a une raison vraiment grande pour accélérer ces transformations et éviter donc le besoin de lever la voie déforestation pour arrêter la déforestation. Terrain. Donc, je voudrais terminer avec bien un commentaire sur une note optimiste. Il y a des vraies épreuves et les gens commencent à se rendre compte qu'il y a une nécessité et une urgence pour changer. Urgent de changer. Un exemple, c'est la coalition pour l'agroécologie. C'est la coalition agroécologique qui a été lancée l'année passée et qui compte déjà 44 pays entre ses membres.
y compris y les compris des communautés communautés économiques comme Commission la Commission européenne, européenne, ECO, la ECOWAS ECOWAS Commission et Commission, aussi Commission la Commission africaine africaine et et 88 88 organisations, organisations, dont 5 de des les organisations des Nations Unies fermiers, et des des organisations organisations des peuples indigènes et indigènes, qui travaillent des ensemble chercheurs, pour etc. Tout accélérer cela la pour accélérer la transformation transformation qui nécessaire. est Et je nécessaire. pense que Et cela je est très crois encourageant. que Et c'est il un y a de message plus en plus de encourageant, nouveaux qu'on membres a de qui nouvelles coalitions qui nous adhèrent à cette rejoignent tous les coalition. jours. Il y a 2 ans, je n'aurais Il y a jamais 2 ans, cru je n'aurais que jamais cru on pouvoir aurait ce joindre une résultat telle aujourd'hui. coalition. Et Donc, je aujourd'hui, pense on que a il y a vraiment vraiment une cette possibilité opportunité qu'il faut que nous saisir. Il devons faut continuer à continuer à pousser de plus en encourager plus pour fort dépasser les à ce qu'on obstacles puisse auxquels nous faisons traverser face aujourd'hui. ces Merci. obstacles, Donc, enlever nous avons ces terminé obstacles. pour la Je séance. Merci remercie à tous vous, les les intervenants. orateurs. Donc, on va déplacer Maintenant, la on devrait séance vraiment questions-réponses. passer à la session questions-réponses. C'est la première Pour fois que je cela, fais c'est ça. un petit J'espère que ça va marcher. exercice, une Donc, petite gymnastique intellectuelle qui est nécessaire. Vous allez voir un lien qu'il faut utiliser pour rejoindre le Zoom sur lequel on se trouve pour tous donc ceux vous qui nous restez là écoutent où sur vous le êtes, streaming. mais le Donc, si public, vous donc, souhaitez nous rejoindre vous pouvez ici, cliquer cliquez sur sur le ce lien lien sur maintenant, Zoom à partir rejoignez-nous sur de Zoom votre et on vidéo va podcast et on commencer va dans commencer une dans une minute minute. avec les Merci beaucoup. questions et bien sûr réponses. Merci beaucoup. On avait une question de Esther, de Diane, je crois, de Diana Smith concernant la coopération des producteurs, petits producteurs, à quel point c'est important de les faire sortir sur le marché. Au Royaume-Uni, on a des structures pour le faire. Comment est-ce qu'on peut stimuler cela? Est-ce qu'on a besoin d'aide ou soutien financier ou d'autres choses? Diane, merci d'avoir posé cette question. C'est vrai que c'est le gouvernement qui doit jouer un rôle pour fournir des réponses aux fermiers et un soutien. Ça pourrait être des exonérations d'impôts ou les liens vers Maquette, vers Ristourne ou pour achat de certaines semences, les prix qui vont être diminués, des possibilités de stockage pour prolonger la vie des produits. Tous ces soutiens sont vraiment nécessaires. Bien sûr, en ce qui concerne l'attractivité pour les fermiers, les attirer pour joindre la coalition, c'est un travail bien organisé au niveau local.
par exemple, et il faut suivre les problèmes, voir où ils se trouvent et reprendre ça. Est-ce que le problème, c'est le volume de production ou est-ce que c'est autre chose? Ou s'ils ont un bon volume, mais ils ne savent pas régler les prix. Vraiment commencer, il faut vraiment commencer là où le cœur du problème se trouve. Trouver les besoins et les défis au niveau local. Et dans beaucoup de pays où on a une connotation très mauvaise, parce que dans le passé, ils étaient très faibles et il y avait une mauvaise gérance des fonds, il faudrait montrer qu'on peut avoir des coopératives qui ont un certain succès avec un grand nombre de membres, organiser des ateliers pour qu'ils sachent où tout se trouve et que ça peut être à leur avantage et qui peuvent quand même faire entendre leur voix. J'espère que ça vous a aidé. Je me demande si je pourrais poser cette question aux autres panélistes. Merci de votre réponse. L'idée du marché est importante, stimulant du gouvernement. Mais de la perspective des citoyens, il faut voir comment est-ce qu'on peut les trouver. Il y a tellement de concurrence et tellement de demandes concurrentes. Donc, il faut trouver une manière que les fermiers communiquent avec les consommateurs, avec les citoyens. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir là-dessus? Émile? Émile, votre micro est débranché. Je crois que beaucoup de choses ont été faites pour développer les chaînes d'approvisionnement à court terme entre les producteurs et consommateurs et sur la base de leurs besoins, ce qui est très logique. Ça peut inclure le système de garantie participative où le produit peut être garanti par un processus participatif sans le prix élevé d'une certification extérieure qu'on a pour les produits organiques. Mais il y a d'autres initiatives qui commencent avec les chartes au niveau de la communauté locale ou bien se baser sur les liens qui doivent s'établir et avoir confiance en système. Et pour cela, on a besoin d'un lien entre les producteurs et les consommateurs. Il y a beaucoup de systèmes différents qui existent sur les marchés locaux. Les paniers alimentaires qui sont fournis, par exemple, les fermiers qui sont soutenus par la communauté. La communauté qui offre un soutien direct en achetant des produits. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce sens-là, mais il y a également un besoin de soutien d'un entourage des décideurs politiques. Il faut des initiatives bien spécifiques. Fantastique. Question suivante. On va rester avec vous, Émile, qui a été posée. Les décideurs politiques ont besoin de plus d'exemples positifs, tout le monde. Existe-t-il une collection significative, un certain nombre d'informations, de preuves importantes? Pose la question posée par Silke Bolmore. Anne a déjà dit, en partie, donné une réponse. On a déjà fourni des preuves de cette résilience. Beaucoup de choses ont été publiées dans des journaux scientifiques, entre autres, mais également des publications beaucoup plus larges que ça. Et je crois que cette preuve existe pour les personnes qui veulent la voir. Le problème ici, c'est qu'en fait, beaucoup d'efforts ont été faits
pour diminuer la crédibilité d'agroécologie. Il y a des groupes financés pour écrire des articles qui vont contre l'intérêt d'agroécologie, au lieu, en fait, de parler du potentiel de biotechnologie, etc. Donc, il faut être bien conscient de ces aspects aussi. Mais je crois que la preuve existe. C'est juste les personnes qui ne souhaitent pas la voir qui ne la trouvent pas. Ils vont toujours dire on a besoin de plus. Je me demande si quelqu'un a réussi à trouver le lien pour les résultats des recherches de TAPE, de cet outil pour évaluation des performances de l'agroécologie. Moi, je veux bien le faire s'il faut. Esther, tu voulais revenir? Peut-être pour vous donner un exemple à propos de ce qu'Emile a dit. Je me souviens d'un membre à Cambodge qui appliquait un système d'identification de prix. Et il continuait à faire la même chose, à s'élargir, à avoir de plus en plus de membres. Mais en fait, ce qu'il faisait, c'est montrer aux gouvernements locaux, aux autorités nationales, qu'il y a un effet positif sur leur ferme. Et après l'application de cette politique, le gouvernement cambodgien s'est adapté à ça et ils ont commencé à voir que la production de riz, en fait, a augmenté grâce à cette manière, de cette modalité. Il y aura toujours des politiques mondiales, mais personne au niveau du pays n'était pas là au début pour leur montrer comment il faut le faire. Ce qu'on voulait vraiment, c'est donner du pouvoir aux fermiers qui pouvaient montrer, faire des expériences avec cela et pour montrer vraiment aux décideurs politiques et au peuple. Merci Esther. Juste une question. Je pense que nous avons couvert en partie de cette question. Donc, est-ce que vous pourriez partager les détails de votre étude? Peut-être vous pouvez mettre ça dans le chat. Ensuite, il y a une autre question pour vous, Yodit. Est-ce qu'on a besoin ou pas besoin des engrais fertilisants sur le court et long terme? Je suis un agriculteur biologique et je pense que cela serait possible. Par exemple, utiliser le bétail pour garantir la fertilité. Vous pourrez donner votre avis. Peut-être on l'a perdu. J'ai des problèmes de connexion. J'ai pas eu d'électricité, donc je ne peux pas vous entendre très bien. Oui, j'ai perdu une partie de votre question. Vous pourrez, s'il vous plaît, la répéter. Donc, c'était juste savoir. Donc, je suis partie pendant quelques secondes. Je pense que vous n'êtes plus connecté. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. D'accord, parfait. Donc, la question, est-ce que on peut aller au-delà complètement des engrais et des fertilisants parce que je suis un agriculteur biologique et je sais que c'est possible. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Oui, sur le long terme, cela devrait être le processus. Donc, être complètement indépendant des carburants fossiles, combustibles fossiles, parce que cette dépendance n'a pas un impact seulement sur l'agriculture, mais aussi sur d'autres aspects, par exemple sur le climat avec la transportation ou la production de fertilisants synthétiques qui causent beaucoup d'émissions de gaz de serre et avoir d'impact négatif
non seulement donc impact sur l'agriculture. Toutefois, ceci doit être fait de façon graduelle. Il faut vraiment accompagner et soutenir les paysans dans le processus de réduire leur dépendance de fertilisants synthétiques en construisant lentement des systèmes différents et en donnant donc d'autres alternatives comme des engrais biologiques. On ne peut pas le faire de jour au lendemain. Il faut soutenir la transition et donc accompagner les paysans dans le processus. Ok, magnifique. Une autre question pour Anne Montet. Comment vous pouvez travailler avec la section agricole sur le FAO pour la souveraineté des semences et la souveraineté alimentaire des paysans? Une bonne question. Le travail dont je parlais aujourd'hui était plutôt sur les matrices, sur les méthodes. Mais le travail de la FAO sur l'agroécologie ne se termine pas ici. Nous parlons aussi de l'initiative agroécologie, d'augmentation de l'agroécologie. Il existe certains pays qui sont conscients du fait qu'il faut s'adresser à ces sujets. Nous essayons aussi de rendre plus public aussi l'approche agroécologique, différents projets, mais aussi pour d'autres partenaires, comme par exemple d'autres agences des Nations Unies, comme IFAM, ou des fonds de développement, comme la DEF et d'autres. Je crois que toutes ces approches et ces projets vont permettre de diffuser la conviction que l'agroécologie est importante et que les ressources génétiques locales sont à diffuser. Ça fait partie de TAPE. Il y a des indications précises dans TAPE. Et pour mesurer ces investissements et ces projets, c'est une façon donc de les diffuser. En tant que FAO, nous discutons directement avec les pays, avec nos bureaux dans chaque pays. Cela demande beaucoup de capacités de développement pour des services d'extension, travailler avec les partenaires dans les différents pays et aussi dans nos bureaux dans ces pays pour qu'ils sachent comment s'attaquer à ces questions et aussi de façon technique et aussi de façon sociale dans ces pays. Donc, cela touche différents aspects, formation, donner des épreuves, capacité de développement aussi, une grande partie du travail et aussi la diffusion de toutes les méthodes. Merci. Émile, vous vouliez parler? Oui, j'ai vu une question sur échelle. Et je pense qu'on en parle souvent. Il y a beaucoup de personnes qui disent que l'agroécologie, ça marche pour ceux qui ont quelques têtes de bétail ou pour des fermes très petites et des productions petites, mais cela ne marche pas pour alimenter le monde. Et je pense qu'il existe aujourd'hui des preuves sur des fermes sur la grande échelle qui, dans le passé et dans le présent, qui peuvent en fait alimenter. En France, par exemple, il y a une ferme de 260 hectares, donc c'est une exploitation agricole assez importante pour l'échelle française, qui a commencé l'agriculture biologique, cela fait plus de 20 ans, et aujourd'hui, ils ont vraiment fait la transition vers l'agroécologie intégrée. C'est non seulement, cela non seulement leur a permis d'avoir plus de revenus, mais aussi plus d'emplois. Ils ont ajouté de la valeur à leurs produits. Donc, l'intégration de différentes approches leur a permis d'avoir une qualité de vie meilleure. Les personnes qui travaillent sur la ferme pouvaient prendre leurs 6 semaines de vacances, comme tous les autres travailleurs en France, et pas devoir travailler tous les week-ends
même s'il y avait 100 vaches dont ils devraient s'occuper chaque jour. Donc, je pense qu'il existe plusieurs exemples d'agroécologie à grande échelle aux États-Unis, en France et en Autriche aussi. Je connais une ferme à grande échelle qui montre le potentiel d'appliquer la grande échelle sur l'agroécologie. Donc, l'agroécologie n'est pas seulement pour les petites fermes et pour les petites exploitations, les producteurs, mais cela peut être mis en place sur des fermes et d'exploitation de grande dimension. Une autre question, Esther, qui était un peu connectée à ça, je voudrais savoir si vous avez quelque chose à ajouter à ce que Émile vient de dire. Oui, merci. Je n'ai pas d'expérience sur des exploitations, grandes exploitations qui ont fait la transition vers l'agroécologie. Donc, je suis très contente d'entendre les exemples cités par Émile, en Autriche, en France. Nous sommes en communication avec des agriculteurs qui ont des fermes de 20 hectares et qu'en Asie, c'est quelque chose de très grand. Et ils ne sont pas encore les membres de notre coalition, mais je vais pouvoir leur parler de ces exemples. Pour les paysans sur une petite échelle, ils s'adaptent assez facilement à l'agroécologie et on essaie de le soutenir en termes de formation, extension, etc. Notre expérience nous montre que la transition vers l'agroécologie signifie aussi que le revenu est un peu plus bas pendant les premières années, parce qu'il faut faire le changement et aussi le système tous les systèmes. Donc, c'est clair qu'il faut qu'ils soient soutenus dans la transition vers l'agroécologie. Merci. Nous avons le temps encore pour 2 questions. Est-ce qu'on a assez de journalistes pour nous raconter des histoires concernant les paysans qui s'occupent de l'agroécologie? Je vois beaucoup d'histoires sur l'agroécologie et il y a aussi des histoires négatives. Est-ce qu'il y a des histoires positives? Quel est le rôle de chaque organisation pour faire en sorte qu'il y a de plus en plus d'histoires positives qui sortent? Je parle bien sûr des médias conventionnels. Émile, oui. La communication et le plaidoyer sont très importants. Dans la coalition de l'agroécologie, il y a un des 5 groupes de travail qui se focalise sur la communication et le plaidoyer. Et je pense qu'il existe un effort pour créer des messages clairs qui peuvent être relevés facilement et compris par le large public. Et je pense aussi qu'il y aurait le besoin de communiquer aussi avec les journalistes de façon proactive pour leur transmettre les histoires sur lesquelles ils pourraient travailler. Je suis d'accord avec le commentaire. Nous avons besoin de communiquer avec les journalistes qui peuvent passer le message. Il s'agit d'une des priorités de la coalition de l'agroécologie. Anne, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais juste souligner que dans les 2 dernières années, on a assisté à des expériences importantes de paysans. Il y a des groupes excellents, groupes de paysans sur Twitter, par exemple, ou sur d'autres chaînes et d'autres médias. Donc, c'est des communautés où parfois il y a 20 000, 30 000 personnes. Et simplement parler de ces groupes et parle donc de la réalité de la production et qui s'engage directement avec le public
Je pense que c'est très positif. Bien sûr, les générations les plus jeunes des paysans sont ceux qui utilisent les médias sociaux. Mais je pense qu'on pourrait le soutenir en tant qu'organisation internationale, en tant que plateforme à plusieurs acteurs. Donc, approcher ces nouveaux groupes et soutenir le développement de ce type de groupe dans des pays différents. Cela se produit déjà, mais ce serait positif de le faire davantage. Vous avez mentionné les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de paysans auxquels je parlais qui ils ont mené d'autres projets intéressants. Il y a eu vraiment des réponses à un point réel des obstacles avec lesquels ils font face tous les jours. Bien. Il y a aussi un autre podcast sur Apple, Spotify. Et on a donc parlé des défis sur la montée en échelle des exploitations, surtout dans les pays en voie de développement, et aussi sur l'alimentation, disons, sensible. J'ai une autre question. Dernière question. Yodit, vous pouvez commencer à répondre. Les étiquettes écologiques qui guident le choix des consommateurs se basent pas vraiment sur des critères multidimensionnels, mais seulement sur les émissions de carbone. Comment on peut faire pour résoudre ce problème? Je crois que se focaliser seulement sur l'aspect de carbone est très limitant et ne montre pas vraiment les différents critères sur lesquels les consommateurs devraient faire leur choix. Je ne peux pas dire davantage. Je laisse les autres compléter. Émile? Je suis d'accord. Même les calculateurs de carbone sont très biaisés et ne montrent pas la vérité de l'efficacité de carbone. On a déjà parlé ou entendu parler de la notion du vrai prix de l'alimentation et l'impact de la production alimentaire sur l'environnement, la santé et les frais liés à tout cela. On n'a pas vraiment touché ce sujet, mais on parle des trillions de dollars par an quant à l'impact sur la santé. Je ne peux même pas m'imaginer ce que ça veut dire, des milliards, mais c'est quelque chose qui, même si une fraction de cela est investie dans le système et dans la transformation, pour soutenir la transformation agroécologique, je crois qu'on aurait épargné beaucoup au niveau de l'environnement, mais également au niveau de la santé. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être le centre d'attention beaucoup plus dans le futur. Merci. Et quand tu parles des calculations de carbone, il y a beaucoup de choses qui sont utilisées qui ne sont pas correctes et qui montrent de mauvaise manière l'impact. HIPCC a déjà reconnu qu'il y a un impact des ruminants et il faut prendre toutes ces informations avec beaucoup de caution, beaucoup d'attention. Je remercie à tout le monde. Malheureusement, on n'a plus de temps pour les questions. Je suis désolée si on n'a pas touché vos questions à vous. 1 heure et demie, on a consacré à ce sujet très intéressant. J'aimerais bien remercier les panélistes, Yodi, Émile, Yodit, Anne, Esther et Émile.
on va s'arrêter dans quelques instants. Si vous souhaitez prendre des liens qui sont publiés dans le chat, faites-le maintenant avant qu'on arrête. Je vous remercie encore une fois, vous, les panélistes, mais également notre public qui nous a écoutés par le streaming. Et n'oubliez pas qu'on a le Fangate Podcast. Je remercie tous les participants et je vous souhaite une bonne journée.